Apple Vision, ChatGPT, tout semble aller trop vite. Chaque semaine, une nouvelle technologie va changer nos vies, tellement qu'on a du mal à voir où on va. Alors, à quoi ressemblera le PC du futur ? Et si le futur était quantique? J'arrive pas à dépasser les 60 FPS sur Minecraft avec le PC qu'on a construit sur le bon coin dans la vidéo précédente. Il me faut plus puissant, je sais. Un ordinateur quantique, capable de défier la sécurité de tout le web et qui peut faire des calculs impossibles sur un PC classique. Ça doit être super puissant. T'imagines le nombre de FPS sur Fortnite? Mais non, le quantique c'est pas magique. C'est plutôt un outil pour comprendre et modéliser ce qui se passe dans les atomes. En fait, c'est pour ça qu'on l'a inventé. Pas pour être surpuissant, mais pour aider les scientifiques à étudier les réactions atomiques, qui semblent illogiques par rapport à notre monde macroscopique. Pour y arriver, un ordinateur classique ne suffit pas, il doit obéir aux mêmes lois que les phénomènes étudiés. Alors on a transformé les bits classiques, qui utilisent une charge électrique, en qubits. Ces derniers explorent directement l'intérieur des atomes. Si l'électron est proche du noyau, c'est un 0, sinon c'est un 1. Quoi de mieux pour simuler des phénomènes quantiques que de baser son fonctionnement dessus? Et pour passer de l'un à l'autre, juste une impulsion laser. Là où ça change, c'est quand on diminue la puissance du signal. On arrive dans un entre-deux, l'état de superposition. On n'a plus la certitude d'où se situe l'électron, mais des probabilités d'où il peut être. Donc le qubit n'est ni complètement dans l'état 1, ni complètement dans l'état 0, il a des positions probables entre les deux. Mais alors, ça permet de faire quoi? Déjà, ça révolutionne la recherche, surtout pour simuler les interactions moléculaires. C'est crucial pour accélérer la découverte de nouveaux médicaments, en observant les réactions possibles entre différents composés candidats. Un autre domaine où ce type de machine peut être utile, c'est dans les calculs mathématiques complexes. Par exemple, si t'envoies un message à un de tes potes, le texte est chiffré par RSA, une sorte de verrou numérique qu'on met sur une donnée. Seul le possesseur de la clé peut l'ouvrir et le lire. C'est un peu plus compliqué que ça, mais ça empêche les hackers de lire tous tes messages. Et pourtant, ce chiffrement, on peut le briser. Le responsable, c'est l'algorithme de Shor. Il décompose les nombres premiers du RSA. Sur un PC classique, le calcul se fait chiffre par chiffre, avec un temps d'exécution exponentiel. Techniquement faisable, mais ça prendrait des millions, voire milliards d'années. Par contre, grâce aux capacités uniques des qubits, un ordinateur quantique effectue plusieurs calculs en parallèle. Il réalise en une seule opération, ce qui en prendrait un nombre incalculable sur une machine du quotidien. En quelques minutes, n'importe qui pourrait aller fouiller dans tes DM. La sécurité de tout internet est en péril. Bon, pour ça, il faudrait énormément de qubits et une marge d'erreur très faible, donc impossible pour le moment. Par contre, dans quelques années... Mais vous en faites pas, vous risquez pas de tout perdre d'ici demain. Des tas de gens sont en train de mettre en place un nouveau chiffrement pour le remplacer. Impossible à craquer, même en quantique cette fois. Mais alors est-ce que c'est ça, notre PC du futur? Bah non, pas vraiment, parce que même si ça donne envie de pouvoir faire des calculs que personne peut faire, c'est nécessaire uniquement pour la recherche. Toi, à moins que tu sois docteur en physique quantique, t'en aurais sans doute aucun intérêt à en avoir chez toi. C'est des machines taillées sur mesure pour des tâches très pointues. La factorisation d'entiers, la simulation de systèmes quantiques, elles ne conviennent pas du tout aux tâches de tous les jours, comme surfer sur le web, le traitement de texte ou le gaming. En plus, on a une autre solution, au cas où tu voudrais vraiment faire ce type de calcul, la virtualisation. Au lieu d'avoir une salle réfrigérée chez toi, tu peux juste te connecter à un serveur spécialisé et utiliser la puissance quantique à distance. Le plus gros problème de l'informatique. Si tu stockes les photos de ton père sur ton PC, tes petits-enfants ne les verront peut-être jamais. Le responsable, le disque dur. Il est pas cher, super pour stocker énormément de données, mais sa durée de vie est très limitée. Au bout d'une dizaine d'années à l'utiliser tous les jours, il est quasi HS. Nos machines récentes utilisent des SSD, une autre technologie qui utilise la mémoire flash, comme dans ta clé USB. C'est plus cher, mais aussi plus efficace et durable. Si c'est le cas pour nos PC personnels, ça ne l'est pas pour les data centers. Heureusement, grâce à la technologie, deux révolutions vont peut-être tout changer. La première, c'est la ReRAM. Pour lire une donnée à l'adresse 1, un SSD envoie une petite impulsion au tout premier emplacement parmi les millions de sa mémoire. Quelques microsecondes après, la cellule lui renvoie l'information si oui ou non elle contient une charge électrique. C'est une super technologie qui remplace le disque dur, mais qui peut avoir ses défauts. C'est cher et assez gourmand. Pire, le SSD paraît lent comparé à la ReRAM. Ici, la valeur est calculée selon si le courant passe plus ou moins facilement à travers un matériau spécial. Si ça passe sans problème, c'est un 1, et si la tension à la sortie est beaucoup plus faible, c'est un 0. On envoie une impulsion et on mesure à la sortie. C'est quasiment instantané. Alors que dans le SSD, on devait envoyer un message et attendre la réponse. Dans la ReRAM, c'est beaucoup plus simple et rapide à mesurer, ça consomme 30 fois moins. Mais attendez, on peut aller encore plus loin. Pour l'instant, on a deux possibilités. Soit le courant passe facilement, soit non. Mais il y a aussi des états intermédiaires. Imaginez qu'on mesure cette tension sur 8 niveaux. Ça veut dire qu'on peut accéder instantanément
à 8 valeurs possibles dans une seule cellule. On peut stocker un octet, 8 bits, sur un seul emplacement de mémoire. C'est le multi-level memory. Et ça, c'est que le début, parce qu'on a réussi à exploiter plus de 26 niveaux différents. Non seulement c'est rapide, mais on peut faire tenir 1 Tera dans la taille d'un timbre. Et si cette technologie est pratique pour être proche du processeur, en étant hyper rapide, il y en a une autre qui va encore plus loin dans le stockage de masse. Et si un data center entier tenait sur 5 grammes, c'est ce que pourrait nous permettre le stockage sur l'ADN. C'est l'idée folle d'un scientifique en 1950. Il propose de s'en inspirer pour utiliser du code génétique comme code informatique. Dans chacune de tes cellules, tu as un ruban d'ADN, l'équivalent d'à peu près 1 giga de données. Ça paraît pas énorme, à peu près 1000 photos, mais il y en a 37 000 milliards dans ton corps. Une tasse de café pourrait contenir l'entièreté des données du monde. Mais ça, c'est en théorie. Est-ce qu'on peut vraiment faire la traduction? Pour ça, il faut savoir que l'ADN est constitué d'un enchaînement de 6 milliards de bases. C'est pas en binaire, donc 0 ou 1, mais en quaternaire, A, T, C ou G. Ça veut dire que pour chaque base d'un ruban d'ADN, on pourrait stocker 4 fois plus de données qu'en binaire. Et on est déjà bien avancé, hein. Les scientifiques utilisent déjà des machines pour analyser l'ADN pour mieux comprendre les cellules animales. Elles fragmentent les échantillons en petits morceaux, puis déterminent l'ordre précis dans lequel les différentes bases apparaissent. C'est ce qu'on appelle le séquençage. Avec ça, on obtient une suite composée de nos 4 possibilités, A, T, C ou G. Mais nous, on veut récupérer les données informatiques qui ont été encodées sous forme d'ADN. Il faut traduire ces lettres en 0 et 1. Et là seulement, on obtient notre code informatique. D'ailleurs, vous-même, vous pouvez chez vous, dès maintenant, vous procurer un lecteur d'ADN pour lire des données directement en branchant l'analyseur à un ordinateur en USB. Le problème, c'est pour créer de l'ADN synthétisé. C'est lent et donc ça coûte cher. Si tu veux envoyer le dernier album de Jul à ton pote en ADN, ça te coûtera plus de 100 000 € juste pour créer les brins. Ouais, bon, je pense qu'il y a meilleur investissement. Mais quand la technologie aura évolué, les résultats seront exceptionnels. Un gramme d'ADN, ça peut contenir 215 pétaoctets de données. Plus de 200 milliards de livres. Ton boîtier de PC pourrait contenir 10 fois toutes les données du monde. Avec, en bonus, la longévité. C'est extrêmement stable. On en a retrouvé qui dataient de plus de 700 000 ans, loin de la dizaine d'années d'un disque dur classique. On a donc deux révolutions possibles. Une qui nous permettrait un stockage embarqué rapide et fiable, et une autre plus lente qui enlèverait toute limite de taille. Mais l'innovation va de plus en plus loin. Maintenant, on peut même se demander... Notre futur est-il spatial? Dans peu de temps sortira en France l'Apple Vision Pro, un casque de réalité mixte. Avec, vous pouvez laisser votre page de recettes de cuisine au-dessus de votre plan de travail pour avoir la suite en un clin d'œil. Ou alors regarder Netflix sur son canapé, face à un écran de 5 mètres de haut. D'après les personnes qui ont pu expérimenter ça, c'est exceptionnel. Mais on a quand même conscience de regarder le monde réel à travers un écran. Avec sa portabilité et son écran haute définition, c'est une merveille technique. Il transforme tout espace en une véritable salle de cinéma, parfait pour visionner des films et vidéos. Mais alors, est-ce que tu devrais jeter ton PC pour l'acheter? Non, puisqu'on a deux problèmes. Déjà, le clavier. Bon, ouais, écrire dans le vide, c'est pas très intuitif. Et surtout, le système d'exploitation. Inspiré de celui de l'iPad, il est pas du tout conçu pour gérer des applications professionnelles complexes. Si tu dois utiliser un logiciel spécialisé, c'est mort. Mais on a une solution. Utiliser un ordinateur supplémentaire pour les tâches professionnelles. Bon, ouais, du coup, ça ruine complètement tout le truc. Pour le moment, c'est plus un écran spatial qu'un bureau portatif. Mais ça annonce que du bon, car oui, il faut se rappeler que c'est que la première version. Les films de science-fiction nous font rêver depuis des années avec des fenêtres interactives que tu peux toucher et manipuler comme des objets physiques dans une pièce. Car l'idée derrière le produit est très bonne. Retirer la friction dans l'interaction entre l'humain et la machine. Rendre une interface intuitive en lui faisant projeter des ombres au sol et en s'adaptant à la lumière. Pourtant, cette promesse nous cache quelque chose. Est-ce qu'on crée de nouvelles choses avec ce monde virtuel ou alors on perd notre lien avec le réel? Apple essaye de nous rassurer, on peut toujours voir le ballon arriver lorsqu'on nous le lance. On en est encore loin, il faudra avoir des caméras qui reflètent à la perfection la réalité, mais peut-être que c'est ça notre futur. L'intelligence artificielle va-t-elle tuer le smartphone? Remplacer le smartphone par un badge? C'est la promesse de Humane avec leur AI Pin, un petit appareil que tu accroches à ta veste et qui répond à tes questions selon ce que tu lui demandes et ce qu'il voit avec la caméra. En gros, c'est un mélange entre un assistant virtuel à la Siri et une IA comme ChatGPT. Imagine, j'arrive à la librairie, je parcours les étagères et zut, il manque le dernier tome d'Harry Potter, celui qui me manquait pour compléter ma collection. Pas besoin d'aller chercher un vendeur, je touche juste mon AI Pin sur ma veste et je demande quel est le prix du tome qui suit ce livre. Il scanne la couverture avec sa caméra, cherche le prix le plus récent sur internet et quelques secondes plus tard, il me confirme: le livre suivant, Harry Potter et les reliques de la mort, est à 14,99 €. Si l'entreprise fait tout ça, c'est pour lutter contre le smartphone. Les deux fondateurs sont d'anciens ingénieurs d'Apple qui disent regretter ce qu'ils ont fait en créant l'iPhone.
iPhone. Ils veulent se racheter avec l'AI Pen. Problème, ils sont tellement en opposition avec les écrans que leur interface est horrible. C'est super hein, de pouvoir envoyer un message à la voix, mais je me vois mal le dire dans le train à l'oral. Surtout que je peux déjà le faire avec mon smartphone. Et le prix, c'est pas non plus un argument. Hein. 700 $ minimum, plus un abonnement à 25 $ par mois. Le pire, c'est que d'après les tests, ça marche même pas. 30 secondes pour obtenir les résultats de ta recherche, tout ça pour qu'ils soient en partie faux. On peut se dire que c'est un produit innovant, mais finalement, c'est juste un smartphone en moins bien. Jeter un téléphone qui est moins cher et propose un tas d'autres fonctionnalités, ouais, non merci. Et puis, ça paraît ridicule à côté du Rabbit R1. Même principe d'assistant virtuel boosté à l'IA avec une molette et un écran tactile cette fois. Ah merci. Et c'est pas tout, la grosse différence, c'est le LAM. Le principe, leur IA apprend toutes les applications que vous utilisez au quotidien. Et là, ça décuple les capacités de l'appareil. Alors oui, vous pouvez lancer une musique sur Spotify ou demander des informations, même mieux que ça, si vous lui donnez vos dates et votre destination de vacances, il peut vous réserver votre logement sur Airbnb, vos billets d'avion, et il vous fait même un programme des choses à faire dans la région. C'est ça la technologie qui change tout et qui nous fait ne pas regretter l'interface logicielle. Finalement, vous faites simplement une requête orale et c'est l'intelligence artificielle qui va utiliser l'interface à votre place. Le R1 ne ressemble ni à un téléphone ni à un badge. Ça permet à Rabbit d'adopter une posture d'entreprise innovante en construisant un appareil d'une forme jamais vue. Mais ça aurait tout aussi pu avoir une forme plus conventionnelle. Au final, c'est un smartphone bourré d'IA qui a l'air très bien fait. Au lieu de vous forcer à porter un appareil en plus, Facebook adopte une perspective différente avec leurs lunettes. La taille représente un sacré défi technologique. Évidemment, on est loin des fonctionnalités avancées proposées par Rabbit, mais tu peux quand même filmer et prendre des photos. Mais surtout, demander de l'aide à l'assistant Meta pour faire des additions. Bon, ouais, ok, c'est moins avancé que Siri, carrément. Bon, pour le moment, c'est surtout une machine à story Insta. Mais ça peut changer, une fonctionnalité de recherche à partir des caméras a été annoncée, un peu comme Google Lens, accompagnée par de la recherche par IA. D'ailleurs, l'assistant vocal d'Apple n'a pas encore dit son dernier mot. Souvent critiqué pour son efficacité limitée, tout est sur le point de changer. Leurs chercheurs ont récemment dévoilé ReALM, un système qui, comme ChatGPT, analyse notre requête mais prend en compte aussi son contexte, améliorant grandement la précision. C'est peut-être ça le futur de l'ordinateur, l'interface audio, mais il reste une possibilité. Les limites de la technologie. Le but de l'ordinateur, c'est de résoudre des tâches plus facilement et efficacement. La forme physique importe peu, ce qui compte, c'est que le besoin de l'utilisateur soit comblé. Pour le moment, le plus efficace qu'on imagine aujourd'hui, c'est une sorte de ChatGPT qui a réponse à tout et qui peut exécuter n'importe quelle tâche qu'on lui demande. L'interface visuelle prend trop de place dans nos vies, on utilise un clavier pour écrire une question et nos yeux pour lire une réponse. Quant à l'interface audio, elle pose problème en public. Il faut exprimer nos demandes à voix haute pour obtenir une réponse. Donc c'est quoi le futur? On est condamné à vivre une frustration éternelle d'une interface non optimale? Au final, ça sert à quoi une interface? On en a vraiment besoin? C'est exactement ce que promet Neuralink, une start-up américaine cofondée par Elon Musk, qui crée un implant qui interprète les ondes cérébrales. Une personne handicapée a réussi à jouer à Mario Kart sans problème, pourtant totalement paralysée. Bien que ce soit louable, c'est pas leur but. Ce qu'ils veulent, c'est créer un humain augmenté. Et c'est très controversé. C'est là qu'on arrive aux limites de la technologie. Imaginez qu'un jour, on puisse obtenir toutes les connaissances de l'univers sans même bouger. On peut alors se demander, est-ce qu'une personne qui ne peut plus rien apprendre est encore en vie? Einstein disait, dès que tu cesses d'apprendre, tu commences à mourir. L'ordinateur du futur n'aura probablement plus de clavier, ni de souris, un écran dans nos lunettes guidé par la parole, le mouvement de nos yeux ou la pensée.